Donc, on va attendre encore un petit peu pour que tout le monde soit présent pour ce webinaire. Déjà, on vous remercie d'être aussi nombreux à vous être inscrits, pardon. Ganel, tu me dis si on voit ma souris quand je suis sur le côté? Oui, on voit ta souris. Même quand je suis sur le chat ou pas du tout? Quand tu es sur le chat, non. Donc, je vais pouvoir vous la montrer par ici. Donc, en fait, juste à droite de ma souris aujourd'hui, vous avez le chat qui vous permet en fait de mettre des messages pour l'ensemble des participants. Et vous pourrez vous en servir pour nous poser des questions durant le webinaire si vous en avez, en fait, et pour qu'on puisse y répondre à la fin de la session. Alors, je pense qu'on va dans un premier temps, se présenter rapidement. Je connais une orthophonie, si tu veux. Je te la présenterai. Comment ça? Tu as un peu des difficultés. Hein. Parce que je réfléchis en même temps. Du moins, j'essaie. Donc, en fait, je m'appelle Alexandre, du coup, je suis ingénieur à la base. On va refaire un peu l'historique après. Et donc, j'ai cofondé la startup CMSM qui développe l'application Gong. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, forcément, de vous parler de ce qu'on fait en détail, mais on se présenterait comme très rapidement. Et donc, je remercie Ganaëlle, qui est ma cofondatrice, qui est orthophoniste et qui peut pouvoir assurer le webinaire sur ce sujet. Donc, moi, je vous dis bonjour aussi à toutes et à tous, ceux que je connais, ceux qui nous connaissent parce qu'ils ont fait la formation mais qu'on ne connaît pas forcément visuellement, et tous les autres qu'on ne connaît pas. Donc, je laisse Mélodie se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Mélodie, je suis la community manager de l'équipe, c'est-à-dire c'est avec moi que vous discutez si vous rencontrez des problèmes techniques ou si vous avez des questions. Voilà, alors aujourd'hui c'est un webinaire qui est un petit peu, je vais dire particulier, dans le sens où c'est la première fois qu'on l'ouvre, entre guillemets, à des gens qui ne sont pas déjà formés. Donc ce serait intéressant aussi que vous nous fassiez votre retour par rapport à ça. Si ça correspond à ce que vous attendez, etc., on vous enverra un petit mail après le webinaire pour que vous puissiez nous dire en fait vos impressions, si elles étaient positives, vous avez eu ce que vous vouliez, etc. Alors le son est mauvais chez Maëlle. Je pense, vous m'entendez bien, Yanel et Mélodie? Oui. Donc j'ai bien peur que ce soit ta connexion, Maëlle. Même s'il y a d'autres personnes qui ont l'air de... S'il y a des personnes qui peuvent, valider que le son fonctionne ou pas, ça peut nous intéresser. Parce que vu qu'on va parler pendant 10 minutes, beaucoup de résonance. De ma part ou de celle de Guénéal? Ok. Ok. Il est 18h05, je pense qu'on va démarrer tranquillement, non, Guénéal? Oui. Parce que de toute façon, les gens pourront prendre en live. Ah, on a plusieurs sons très mauvais, sons très bons. Bon, pour les personnes qui ont un son qui est mauvais, on est désolé, mais de toute manière, on vous enverra le replay du webinaire une fois qu'il sera terminé. Et normalement, le son du replay sera bon, s'il y a des personnes qui ont un son qui est bon. Donc, on fera ça. Donc, si vous arrivez à suivre, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on s'excuse, pardon. Et dans tous les cas, on pourra vous envoyer le replay après. Voilà. Alors, l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est comment aider un patient qui refuse une CRA. Alors, ce thème, il s'est imposé à nous pour prendre une tournure assez bateau. Parce que Guénel et moi, en fait, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans et demi. Moi, je suis ingénieur généraliste à la base, pas du tout dans le domaine de la santé, vraiment pas. Mais j'ai eu ce problème de communication lorsque j'étais expatrié au Vietnam. Et je me rendais compte que quand j'étais face à un Vietnamien dans la rue et qu'on n'avait pas de langage en commun, les images pouvaient aider. Et quand j'ai sorti cette application à l'époque, je me suis rendu compte que le problème en fait, que j'avais, j'étais pas le seul à l'avoir.
et qu'en fait, il y avait plein de personnes en France qui l'avaient. Et à ce moment-là, en fait, on a commencé à essayer de discuter avec des orthophonistes pour comprendre en fait pourquoi les orthophonistes utilisaient notre application pour les voyageurs. Et on s'est rendu compte en fait que Guénel travaillait sur le même sujet depuis plusieurs années. Et en se rencontrant, l'objectif qu'on s'est donné à l'époque, c'était de faire une solution qui soit utile et surtout utilisée. Et je pense que c'est ce mot utilisé qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, à savoir qu'une solution utile, donc au point de vue technique, j'allais dire ça demande du temps et de l'argent, mais utiliser, ça demande aussi de bien comprendre en fait la personne qui va recevoir l'outil, comment il va pouvoir l'utiliser. Alors comme je vous l'ai dit au tout début, on a créé une startup ensemble qui s'appelle SameSame, et SameSame développe des outils de communication, pour l'instant un seul, qui s'appelle Gong. Et notre objectif, pour essayer de faire en sorte que l'application soit utilisée, c'était vraiment de rester avec une démarche qui soit très portée sur le terrain, à savoir que Guénel a encadré 4 mémoires d'orthophonie sur les applications existantes, quels éléments et comment potentiellement il faudrait faire. On a testé pendant 2 ans avec des patients et leurs orthophonistes, et on commence à former des personnes, j'allais dire, extérieures à l'entreprise depuis 9 mois, et aujourd'hui on a 300 personnes qui ont été formées et qui utilisent notre outil avec des patients et qui nous aident à l'améliorer. L'idée de l'appli, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit conçu par des orthophonistes, ce qui n'était pas forcément le cas des autres outils, pour les orthophonistes certes, mais surtout pour les patients, en fait, et pour que les patients puissent l'utiliser en dehors, avec cet objectif de rester pragmatique et efficace. Et pour rester pragmatique et efficace, en fait, dans les mises en place de Gong actuellement, on a des patients qui refusent les CA. Et donc, on se pose la question de se dire comment on peut quand même aider ces patients quand eux sont dans une logique de refus. J'arrête du coup de parler de SameSame et de Gong, mais c'est juste pour pouvoir poser les bases et que vous sachiez qui on était. Et je vais laisser du coup Guénaël parler de cette problématique à laquelle on a réfléchi et sur laquelle on réfléchit toujours, à savoir comment on fait pour aider quelqu'un qui refuse une CA. Merci Alexandre. Effectivement, pour ceux qui ont eu la formation, ça va peut-être être quelque chose que vous savez déjà, que ce qu'on a voulu faire, nous, c'est se dire que les orthophonistes, on a un métier extraordinaire parce qu'on s'occupe de plein de pathologies, et que moi, je travaille en SSR de neuro, et puis je travaillais en neurologie. J'ai laissé mes 20% en neurologie pour me recentrer aussi sur Gong, pour pouvoir être un petit peu l'interface entre toutes les questions que vous vous posez, toutes les idées géniales que vous avez avec des patients, et de se dire comment est-ce qu'avec l'aide de la technicité et de la technologie portée par Alexandre, on peut effectivement aider nos patients. Alors, dans la formation, il y a des questions qui sont posées à chaque fois par les étudiants, enfin par les stagiaires de la formation en ligne ou de la formation en présentiel. Et périodiquement, je reprends toutes ces questions pour me dire à quoi finalement on est confronté. Et ce problème du refus de la CAA, j'y ai été confrontée avec des patients et beaucoup de collègues y ont été confrontés. Donc, ce que je pensais aborder avec vous, c'était ce que je vous ai présenté ici, les causes du refus, les différentes CA qu'il peut y avoir et des pistes pour dépasser ce problème. Les causes du refus, elles sont diverses et variées. La première étant qu'il n'a pas conscience de la portée de ses difficultés. C'est le cas d'un de mes patients, je pense que je ne suis pas toute seule, qui est persuadé, alors avec l'orthophoniste qui s'en occupe, puisque moi je le vois à l'hôpital et il y a une orthophoniste en libéral, on n'a pas réalisé on n'a pas réalisé cette anosognosie, parce que je crois que quelque part il le sait, mais il oublie, et qu'il a mis une telle énergie à dépasser surtout son hémiplégie, parce que c'était quelqu'un qui était très actif, c'est un ancien mécano, donc qui était très actif aussi avec ses mains, qu'il a mis toute son énergie sur le physique, et sachant qu'il a un caractère de cochon, on est bien d'accord, sa femme aussi et lui aussi, le fait qu'on ne le comprenne pas, ça l'énerve, et surtout il se dit que très rapidement sa réponse c'est que c'est nous qui ne faisons pas d'efforts. Et il n'a que matala, ce qui est quand même pas beaucoup de choses pour parler.
Et on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il s'énervait comme ça, pourquoi est-ce qu'il s'énervait contre son épouse. Et j'ai pensé à un moment, avec son autorisation, à l'enregistrer. Quand il s'est écouté, il a eu le deuxième mot qu'il a, qui est putain, en disant « putain ». Et on sentait qu'il se disait « mais ah oui, c'est vrai, je suis comme ça ». Ça n'a pas été une découverte, mais ça a été comme si ça lui était rappelé de se dire « ah oui, c'est vrai que j'oubliais que c'était ça ». Et puis, 10 minutes après, à nouveau, il avait oublié. Donc, en parlant avec la neuropsycho du service, qui est en train d'étudier beaucoup la nosognosie, il me disait que les dernières recherches demandaient à ce que les patients soient filmés parce que c'était le feedback visuel qui leur permet de s'en rendre compte. Donc, avec l'accord du patient, je l'ai filmé et c'est effectivement en travaillant sur le film. Donc, je crois vraiment que des patients, même avec une grosse aphasie, et quand j'en parlais avec lui, je lui dis, mais j'imagine que vous, dans votre tête, vous êtes en train de dire, un des exemples, c'était, il voulait absolument que sa femme, parce que j'étais chez eux, que sa femme se lève pour aller me faire un café. Et je lui dis, mais je pense que dans votre tête, c'est, mais va lui faire un café. Et il m'a regardé, il m'a fait oui, parce que sa phrase, il l'a dans la tête et il oublie complètement, il n'a plus du tout le feedback auditif. Une fois qu'on en a conscience, je ne vous dis pas qu'à ce moment-là, il dit « oh, bah, bien sûr, donnez-moi la CA », ce n'est pas du tout ça. Mais c'est tout ce tissage qu'on fait avec nos patients, de se dire bah, « si c'est ça, comment je peux l'accompagner ?» Ou alors, il n'a pas fait le deuil de sa vie d'avant. Le deuil, pour ceux qui ont fait la formation, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, qui nous paraît très important, et que ce patient, il est encore dans cette difficulté d'avoir ce tsunami qui lui est arrivé. Ou ça lui semble trop complexe, et c'est vrai que si nous, on n'est pas à l'aise avec l'application, si on n'est pas à l'aise avec une tablette parce qu'on n'a pas essayé les 2-3 trucs avant, lui va se dire ah, mais dès qu'elle sera plus là, je serai perdu, donc c'est pas possible. Ou alors il est trop fatigué, et il faut savoir qu'effectivement c'est très fatigant d'avoir un AVC, ou alors il a peur, ou alors aussi d'autres choses. Mais je crois que c'est vraiment important c'est aussi un peu sur ça qu'on a beaucoup basé la formation, de se mettre réellement à la place du patient et de se dire qu'est-ce qu'il est en train de vivre là, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est rare que les patients ne veulent pas ce qu'on leur propose parce qu'ils ont envie de nous énerver. Il y en a peut-être un dans une carrière comme ça qui était un casse-pied avant et qui est un casse-pied après. Mais tous les autres, c'est pas pour ça qu'ils le refusent. Donc, de se dire qu'est-ce qu'il est en train de vivre, et généralement, quand on arrive à comprendre ce qu'il est en train de vivre, ça nous aide beaucoup à pouvoir trouver avec eux des pistes de solutions. Et quand on voit ces patients qui refusent, alors qu'ils sont complètement enfermés dans leur aphasie souvent massive, ou dans une aphasie avec des troubles de communication, ce qui est le cas pour les aphasies fluentes, où effectivement, ils sont fluents, mais ils sont complètement isolés parce qu'ils ne comprennent rien, parce qu'on ne comprend rien de ce qu'ils nous racontent, et que finalement, il y a un moment où ils deviennent, bon, le terme va être un peu fort, mais comme le chien, vous savez, celui qui comprend des choses, il sait nous faire comprendre, hein, mais finalement, il ne fait plus partie de la vie, on ne va plus lui demander, on ne va plus s'adresser à lui avant pour avoir son assentiment sur quelque chose. Si vous regardez un petit peu de l'extérieur, en vous mettant en position extérieure, la vie de certains patients aphasiques et la manière dont en parlent leurs aidants, qui sont les premiers à en être très malheureux, ils sont complètement en dehors de la vie. Ils s'isolent au fur et à mesure et il y a une espèce de cage qui se met autour d'eux. Donc vraiment, le plus important, c'est de permettre à votre patient de communiquer, que ça soit avec une CAA ou pas de CAA. Et l'exercice que je vais vous proposer maintenant, qui est un exercice que connaissent celles qui ont fait la formation, et c'est peut-être intéressant pour vous de pouvoir retrouver en disant, tiens, est-ce que c'est plus facile maintenant ? C'est quelque chose qui s'est vraiment passé avec un de mes patients et qui s'est vraiment passé parce que le patient ne voulait pas de CAA et qu'il lui restait que 2 mots
et de lui dire, mais lui avait en plus un oui et un non qui n'étaient pas fiables, et sa femme n'en pouvait plus en se disant, mais je comprends pas, je sais pas comment, je sais pas ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu t'énerves parce que tu l'as pas, mais vraiment je comprends pas. Et du coup, on a fait l'exercice avec lui, l'exercice suivant, de lister les différents moyens de communication qu'il y avait pour faire comprendre « je voudrais ma canne ». Et je vous donne 1 minute pour essayer de trouver, alors je vous dis, nous on en a trouvé 10 minimum. Donc vous devez minimum en trouver 8, parce que vous avez qu'1 minute. De se dire, c'est-à-dire vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Pour qu'on voit si vraiment vous avez cherché. Mais je pense effectivement que c'était pour lui quelque chose de très très important de réaliser qu'il y avait plein d'autres moyens, mais que son moyen, c'est le 11e qu'on n'avait pas mis, c'était de le penser dans sa tête en étant persuadé que, avec sa stéréotypie, qu'il était en train de dire « je voudrais ma canne ». Et ça ne fait pas partie des 10 moyens. Parce que les moyens qu'on a, ils sont très très divers. Il y a le mime, il y a le dessin, le fait de dessiner la canne, le pointage, il y a les photos. Alors les photos, c'est pas forcément sur la canne, mais si j'extrapole en disant que c'est ces différentes CA, c'est que un patient qui refuse une CA, c'est qu'il refuse pas de communiquer. Il refuse de communiquer avec un moyen qu'on lui impose et un moyen autre. Mais tout le travail qu'on va avoir avec lui, ça va être de pouvoir montrer que tous ces outils-là, c'est des CA. Alors, on ne va pas les appeler comme ça, mais de dire, mais le plus important, effectivement, c'est que vous puissiez me communiquer ce que vous avez envie de dire, ou communiquer à votre épouse, ou communiquer avec vos enfants. Et que le fait de montrer les choses, le fait de pouvoir les dessiner si on met une ardoise à leur disposition, ou pouvoir les mimer. Alors, c'est un problème, c'est que quand ils sont apraxiques, on avait un patient en jouant avec eux sur des mimes, il fallait beaucoup d'imagination pour pouvoir deviner ce qu'il avait dit. Donc, dans ces cas-là, quand on voit qu'il y a une grosse apraxie, on essaye de pousser le mime parce qu'ils peuvent avoir une anosognosie de leur apraxie. Les photos sont très très importantes, de pouvoir avoir ces photos sur la table et de se dire de quoi vous parlez, ou qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous voudriez que j'indique à votre épouse. Le classeur de vie peut permettre effectivement au moins de pouvoir dire comment ils s'appellent, de pouvoir raconter un peu ce qu'ils ont fait, et que ces différents outils utilisés dans le cadre de la rééducation, mais dans le cadre de la rééducation de la communication, et non pas du langage, ce qui est effectivement très différent, mais ces différents outils vont pouvoir petit à petit montrer au patient que oui, il peut communiquer, et que ce n'est pas parce qu'il n'a plus de langage qu'il ne peut pas communiquer. Et que le postulat que nous avons posé à la base de Gong, c'est que plus un patient communique, plus le langage oral va pouvoir revenir. C'est vraiment la création de l'organe, la création effectivement des nouveaux chemins neuronaux, de pouvoir se dire, pour pouvoir communiquer que je veux telle chose ou que je parle de telle personne, plus je vais le faire, plus le chemin va se faire vers le mot, effectivement, et le mot oral. Pourquoi tu balades tout le temps ta souris, monsieur Boulmé? J'ai oublié que ça se voyait. Et du coup, ça permet effectivement que le langage oral revienne, et le fait de mettre une CAA ne veut pas du tout dire faire tirer un trait sur la rééducation du langage oral. Mais le langage oral, si ce n'est pas pour communiquer, le cerveau ne va pas se donner le mal d'essayer de recréer ces chemins-là, parce que c'est très fatigant, je vous le disais tout à l'heure, et le cerveau ne va le faire que si ça lui sert à quelque chose. Et que si effectivement, pour dire qu'il veut une pomme, plutôt que d'aller la dessiner, ou d'aller chercher une photo d'une pomme dans un classeur, ou d'aller chercher la photo de la pomme dans l'application,
si le mot sort, c'est évident que le cerveau, il ne va pas se dire « Ah non, c'est vrai, je ne parle plus et je le montre ou je le dessine ». Donc, le meilleur moyen de rééduquer le langage oral, c'est de communiquer. Et pour ça, quand on n'a plus le langage oral, eh ben, c'est une CAA. Alors, c'est quelque chose dont il faut qu'on soit vraiment intimement persuadé, qu'on le vive intimement pour pouvoir le passer au patient en se disant mais on est ensemble dans ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire effectivement de récupérer votre langage oral. Mais ça passe par la récupération de la communication. C'est pour ça que je vous ai mis l'écrit, que tous n'ont pas, ou que je vous ai mis Assistant Parole, qui est une application qui nécessite l'écrit, qui est très intéressante. Mais ce qu'a donné le résultat de nos travaux, c'est que pour des patients qui vont tout le temps communiquer avec une CAA, l'écrit est beaucoup plus long que les photos parce que l'analyse de la photo se fait beaucoup plus rapidement que l'analyse d'un caractère différenciant sur de l'écriture. Et c'est tous ces moyens qui vont lui permettre de sortir de cet isolement, donc de reprendre ce projet de vie. Et quand on met que utiliser Gong comme un support parmi tant d'autres, c'est que pour ceux qui connaissent l'application peut être un support de communication, peut être un support d'image, un support de réponse pour les exercices de langage, et que effectivement le patient lui-même va s'apercevoir non pas qu'il faut qu'il communique. Enfin, c'est pas une obligation de communiquer avec une CAA, mais que c'est quand même vachement pratique quand on veut quelque chose de se dire bah si j'ai ça, effectivement là vous allez comprendre ce que je veux. Les différentes pistes, je vous parlais tout à l'heure du deuil et de l'importance que pouvait avoir le deuil et tout ce qu'on devait en faire. C'est vraiment quelque chose sur lequel on revient très, 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 très souvent. Alors, j'ai peut-être un avantage sur vous, c'est que moi, j'ai une polyarthrite et qu'elle m'a beaucoup servi dans le cadre du boulot parce que ça m'a permis d'aller découvrir quelque chose, d'aller l'explorer. C'est comme ça que j'ai exploré les bols tibétains. Des bols tibétains, je suis passée au Gong. Peut-être que du coup, vous comprenez le lien entre le nom de notre application et les aphasiques. Et que ça m'a permis de me dire, mais finalement, il y a des moments dans la vie, même si c'est un tsunami qui nous arrive, c'est pas la vie qui s'arrête. Ce qui s'arrête, c'est la vie qu'on avait avant. Et que toute l'énergie qu'on va mettre à revivre comme avant est de l'énergie perdue, puisque de toute façon, le chemin a changé, et qu'on a par contre un nouveau chemin à découvrir et un nouveau chemin très, très important et très, j'allais dire quelque part, très fabuleux. C'est des nouveaux paysages, c'est des nouveaux liens avec les gens, c'est des nouvelles associations qu'on n'avait pas fait avant. Et que je dis toujours à mes patients que quand il y a du grâce à, il y a du à cause de, c'est vrai. Et que quand il y a du à cause de, il y a du grâce à. Alors quand on a quelque chose comme un AVC, on se l'est pris dans la tronche. À cause de l'AVC, ça, c'est pas la peine qu'on vous refasse une leçon. Et puis, ils le vivent assez. Par contre, grâce à l'AVC, alors ils me regardent au début avec des yeux grands comme des soucoupes. Et très souvent, il y en a qui disent, au bout d'un certain temps, parfois même très rapidement, c'est vrai que grâce à l'AVC, ben, j'ai découvert ça. Et que du coup, dans le deuil de la vie d'avant, le deuil, il doit se faire. Vous le verrez ou vous l'avez vu, il y a tout un cheminement, un tas de phases à vivre, mais que ne pas en parler et se dire ah bah oui, la personne ne veut pas de la CA parce qu'il est encore complètement enfermé prisonnier de cette douleur de ne plus être celui qu'il était avant, et ben on va parler d'autre chose, on va lui faire oublier. Ben non, on n'oublie jamais. Je crois que de toute façon, c'est effectivement la meilleure solution, c'est d'y aller franchement. Et c'est d'y aller, mais d'y aller avec lui. Alors, en tant qu'orthophoniste, c'est pas toujours facile. C'est souvent douloureux parce que les patients, ils sont en souffrance à ce moment-là. Donc, y aller avec eux, c'est aussi aller souffrir quelque part avec eux, en partie. C'est pas nous, donc on n'a pas la même souffrance, mais c'est de vraiment prendre ça à bras-le-corps et de se dire, eh ben,
si vous ne voulez pas de cette CAA, c'est que vous êtes bloqué dans quelque chose. Alors, on ne leur dit pas comme ça, mais c'est ce que nous, on doit avoir en tête, de se dire, ils sont dans cette douleur-là, ils sont dans cette souffrance-là, comment est-ce que, quel est le chemin, quelle est la lumière, quel est le pas suivant qu'on peut leur permettre de faire pour sortir de cette souffrance qui les enferme complètement, et puis aller effectivement vers la communication. Et ça paraît facile à dire, et en disant ah oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je vous promets que c'est beaucoup plus facile à faire qu'on ne l'imagine, parce qu'on en a tellement peur nous-mêmes qu'on se dit bah non, ça doit être trop difficile. Et en fait, quand on commence à le faire avec les patients, et on s'aperçoit qu'il y a plein de possibles qui s'ouvrent. La deuxième piste que je vous propose, c'est pour répondre à celui qui trouve que ça lui semble beaucoup trop complexe, c'est de lui donner l'occasion de répondre avec la tablette. Dans l'application, on a mis une ardoise. Et ça, c'était une idée d'orthophoniste dans les premières formations qu'on a faites. Plutôt que d'avoir une ardoise sur la tablette et l'application à côté, on a mis l'ardoise dans l'application. Et le fait de pouvoir demander à un patient de lui poser des questions ciblées, parce que effectivement, lui demander de représenter des choses abstraites, par exemple en dessin, c'est un peu compliqué, mais le fait de pouvoir avoir comme dans la thèse, des images devant et de se dire, avec l'ardoise, vous pouvez me faire deviner quelle est celle que vous avez tirée, ça permet au patient de vivre, mais de vivre vraiment dans sa chair, ça fait un peu prétentieux, mais il y a ça, de vraiment vivre l'expérience, de se dire, ah oui, je peux lui faire comprendre quelque chose. Même si je ne parle plus, je peux lui faire comprendre quelque chose. Et en plus, avec la tablette, vous verrez quand on commence à l'explorer qu'il y a plein de choses possibles avec une tablette, comme d'utiliser l'agenda, d'utiliser l'appareil photo et donc la galerie de photos de la tablette, il y a plein de choses qu'on peut utiliser sur une tablette pour rendre la vie plus facile quand on n'a plus le langage oral. Le point suivant, c'est de se dire que le patient peut être trop fatigué. Et je vous disais, c'est très fatigant d'avoir un AVC, parce que y a donc des neurones qui sont un neurone mort, ce que je leur dis, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'un neurone mort, il est mort et il ne revivra plus. C'est comme les fleurs, quand elles n'ont pas été irriguées, vous avez beau les arroser après, elles ne repoussent pas. La bonne, c'est que vous avez des milliards de neurones qui ne sont pas encore connectés. Et que le boulot, ça va être d'aller les connecter et d'aller créer des nouveaux chemins neuronaux. Et la plasticité cérébrale, c'est ça. Et que pour créer ces chemins neuronaux, il y en a qui le font, c'est les tout petits bébés. Et les tout petits bébés commencent in utero, le font après beaucoup pendant toute la première année, ils font des chemins neuronaux et ils connectent. Parce qu'ils connectent la lumière, ils connectent j'ai faim, ils connectent pour reconnaître les voix, ils connectent... et toutes ces choses-là sont très fatigantes. C'est pour ça qu'un bébé, il dort 20 heures par jour. C'est pas parce qu'il remue, hein. Enfin, ça remue un peu les jambes, les bébés, mais c'est pas ce qui justifie de dormir 20 heures par jour. Ils dorment 20 heures par jour parce que c'est épuisant de connecter des neurones. Et que les patients qui ont eu un AVC, depuis l'AVC, leur cerveau passe son temps, parce qu'ils n'en ont qu'un, leur cerveau passe son temps à connecter des neurones. Et comme généralement, ils se disent, bah oui, en plus, je fais rien, donc je devrais pas être fatigué, ils veulent absolument continuer. Ce qui fait que très souvent, la fatigue des gens qui ont eu un AVC, non seulement est réelle, mais elle n'est pas prise en compte par le patient, parce que généralement, les soignants disent, si, il faut vous reposer, mais sans dire pourquoi il faut se reposer. Et c'est très important que vous leur expliquiez en disant, dès que vous êtes fatigué, c'est votre cerveau qui vous envoie un message en disant, là, attends, il faut qu'on pose un peu, parce qu'il a fait plein de chemins qui ne se voient pas, mais plein de chemins. Et que dans ce cas-là, je leur dis en riant, remerciez votre cerveau, ça prouve que lui, il vient de travailler beaucoup, même si vous, en fait, vous n'avez pas travaillé, mais ça prouve que lui a beaucoup travaillé. Et que du coup, le fait que le patient soit fatigué,
la CAA doit lui simplifier la vie, pas la compliquer. C'est hyper important de se dire qu'à ce moment-là, c'est pas. Si faites un petit effort, vous allez voir, ça va vous aider après. Regardez, il suffit que vous fassiez comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Non, c'est de se dire, c'est normal que vous soyez fatigué. Vous allez petit à petit récupérer. Et moi, ce que je voudrais vous apporter en tant qu'orthophoniste, c'est quelque chose qui vous facilite la vie et qui, du coup, fasse que le patient ait plus envie d'augmenter ça parce que c'est l'envie qui crée le besoin et le besoin qui crée l'organe. Enfin, il y a vraiment une espèce de, pas de ricochet, mais de cercle vertueux, non pas de cercle vicieux, mais de cercle vertueux. Quand je disais qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses difficultés et que du coup ça pouvait effectivement beaucoup gêner, c'est que la CAA, dans ce cas-là, quelqu'un qui trouve qu'il va très bien et qu'il est très compréhensible, ça ne sert à rien de lui dire « eh ben non, prenez donc un papier ou un traducteur ou quoi que ce soit ». Je crois vraiment qu'un patient qui n'a pas conscience, ce n'est pas avec lui qu'il faut travailler, c'est avec les dents ou la famille ou les gens qui sont autour. Parce que quand je mets que c'est eux les plus handicapés, c'est que c'est eux qui ne comprennent pas. Alors, ils n'ont peut-être pas eu d'AVC, mais n'empêche qu'ils sont sacrément handicapés au sens propre du terme. Ils ont un handicap, vous savez, comme dans le golf, là, les gens, quand ils disent qu'ils ont un handicap de je ne sais pas combien, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas comprendre ce que dit la personne. Ce qui fait que de prendre la CAA et de prendre une application comme Gong pour pouvoir dire, écoute là, moi je ne te comprends pas, j'ai besoin que tu m'aides et j'ai besoin que tu me montres est-ce que c'est ça ou ça que tu veux, à ce moment-là, ça va pouvoir permettre au fur et à mesure aux patients de prendre conscience de cette difficulté-là, mais toujours avec le fait que du coup, ils peuvent aider la personne. En plus, on inverse les rôles, c'est pas mal, parce que d'habitude, c'est qu'eux qui sont aidés. Et ils peuvent se rendre compte qu'il y a cet outil qui facilite les relations plutôt que d'être obligé de s'énerver avec cette épouse qui ne comprend rien du tout. Et au moins, avec ce truc-là, elle comprend. Parce que comme vraiment elle est handicapée, cette épouse, et c'est le cas effectivement pour mon fameux patient tête de cochon, là, c'est l'épouse qui à certains moments lui dit « écoute, moi là, je ne vois pas de quoi tu me parles », et elle lui apporte l'application, puisque pour l'instant, c'est surtout avec des patients aphasiques qu'on l'a développée, mais que cette application, comme les autres CAA, s'adresse à tous les patients qui sont en difficulté de communication. Alors, que ce soit les adultes ou les enfants, sachant que par choix, nous n'avons pour l'instant pas développé la possibilité de le faire pour les enfants où il y a une problématique différente et qu'on le fera avec certains d'entre vous qui travaillent plus avec des enfants parce que le principe lui-même de difficulté de communication reste le même pour tout le monde. L'accès à une communication et un langage, surtout verbal ou non verbal, est différent si c'est un trouble acquis ou si c'est effectivement un trouble inné. Enfin, le dernier point, ça peut être que le patient a peur. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que le patient pouvait avoir peur de tout. C'est-à-dire que vous vous réveillez un matin, toute votre vie d'avant n'existe plus, ça fait un peu comme dans un cauchemar, hein. Toute votre vie d'avant n'existe plus, des choses qui vous paraissaient évidentes comme de tendre la main pour allumer la lampe de chevet, ça n'est plus possible. De pouvoir demander juste ou juste dire bonjour, ce n'est plus possible. Et que, au fur et à mesure, non seulement eux ne se reconnaissent plus, ils se reconnaissent plus dans la glace en se disant c'est pas moi qui suis de traviole et éventuellement hémiplégique. Ils ne se reconnaissent plus dans le regard de ceux qui sont en face parce que
alors je vous prends volontairement des clichés, mais vous verrez, vous l'adapterez à vos patients et vous verrez que ça reste toujours vrai. C'est-à-dire que le père de famille qui a toujours été le pater familias, c'est lui qui décidait, etc., bah, tout d'un coup, c'est plus lui. C'est plus lui qui prend les décisions, c'est plus lui qui travaille, c'est plus lui qui ramène un salaire dans une famille où éventuellement il n'y en avait qu'un. Enfin, du jour au lendemain, il n'est plus celui qu'il était hier. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très difficile à vivre pour les patients qui, en plus de cette difficulté-là, ont peur de toutes les conséquences qu'il va y avoir et ils vont avoir peur aussi que ça s'empire. Et à ce moment-là, on leur dit, mais si, regardez, on va travailler avec une CA. Et ce n'est pas leur problématique, comme je vous l'ai dit avant en disant, mais où est-ce qu'il est votre patient par rapport au deuil est-ce qu'effectivement, il est dans cette peur? Et est-ce que ce n'est pas de cette peur qu'il faut parler en se disant, eh ben, pour communiquer, est-ce que vous pouvez me montrer? À ce moment-là, on peut prendre des photos, on peut prendre n'importe quel support pour essayer de trouver avec lui qu'est-ce qu'il peut mettre sur cette peur-là. Là aussi, on se dit que l'application Gong peut permettre de mettre cette communication-là. Pour ceux qui n'ont pas eu la formation, Gong étant l'application que vous avez vue, je vais vous remettre. Voilà, Gong étant cette application-là où par pointage, effectivement, ça peut verbaliser ce qui a été mis ici. Vous pouvez très bien, vous, en tant qu'orthophoniste, puisque quand vous avez fait la formation, vous avez l'application à votre disposition pour vous et vous avez votre compte, savoir que vous mettez une catégorie où vous allez pouvoir mettre toutes ces images qui peuvent correspondre aux peurs des patients, qui peuvent correspondre au travail, qui peuvent correspondre aux questions qui se posent, qui peuvent correspondre à leurs inquiétudes, et que effectivement toute cette comment dire, tout ce qu'il y a avant la communication, toute cette pré-communication, j'allais dire, eh ben, vous allez pouvoir l'utiliser, vous, pour la mettre à la disposition du patient et qu'à ce moment-là, lui, à un moment, puisse essayer de dire quelque chose, ne pas y arriver, enfin de communiquer quelque chose, ne pas y arriver et vous faire comprendre qu'il voudrait votre truc là parce que avec ça, il va pouvoir vous faire comprendre ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, votre truc, ça peut très bien être une ardoise, comme ça peut être des photos, comme ça peut être une application à l'écrit si jamais le patient a encore l'écrit, ou l'application Gong si effectivement le patient n'a pas l'écrit, et c'est malheureusement le cas pour beaucoup de patients, et qu'à ce moment-là, il puisse au moins vous faire comprendre quelle est sa problématique du moment. Voilà, là j'ai fait un petit peu le tour des grands points que je voulais vous donner. Je ne sais pas si vous désirez en détailler certains, aller plus loin sur certains domaines, ou si effectivement il y a des points dont nous n'avons pas parlé, mais que vous aimeriez vous évoquer. Je me tourne vers Alexandre parce qu'il a dû faire le point sur les questions. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc en parallèle, nous, on a pu récupérer quelques questions dans un premier temps, j'allais dire, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat public ou alors en privé. Et moi, je peux les poser à Guénal, du coup, on peut vous apporter des réponses. Alors, il y a 3 questions qu'on a identifiées pour l'instant. Les 2 premières sont un petit peu liées. Du coup, la première, c'était que la personne s'intéressait à la mise en place d'une CA avec les enfants. Et du coup, les freins, ou du moins le refus de la CA du patient comme de la famille, pouvaient être différents. Et du coup, je vais la coupler avec la deuxième, vu que je connais un peu la réponse, du moins vers quel axe ça va, sur à quel patient s'adresse Gong, quel profil de patient. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Gong, on a commencé pour des patients aphasiques non fluents, parce que j'étais en neurologie et en SSR, que je me posais la question de me dire, mais pourquoi est-ce que il y a plein d'applications qui existent et on ne voit jamais des patients avec, et que ça a été le sujet du premier mémoire qu'il y a eu autour de Gong.
Et au fur et à mesure où on a avancé dans cette problématique, on a un peu compris pourquoi est-ce que les patients n'en utilisaient peu. On a avancé au fur et à mesure. On a exploré, et ce qui est passionnant, c'est qu'on continue à explorer tout ça, tout en ayant, on n'est pas orthophoniste pour rien, à peu près 100 idées à la minute, en disant bah oui, puis ça serait bien, on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ça, ah oui, puis du coup ça répond aussi à ça, et puis alors en même temps en se disant il faut peut-être quand même qu'on se canalise, et encore plus quand on s'est rencontré avec Alexandre qui a dit non, mais il faut qu'on aille au bout de quelque chose, parce que sur le plan technique, si on multiplie toutes les nécessités, tous les possibles, on aura quelque chose de beaucoup moins intéressant que si on va effectivement dans une direction qu'on cerne bien, dont on a bien compris la problématique et qu'au fur et à mesure, après, ça s'ouvre complètement. Donc, c'est ce qui explique que Gong était destiné à la base, enfin, le plus fort de notre recherche a été destiné pour des patients aphasiques non fluents. Et puis, au fur et à mesure, comme Alexandre vous a dit, il y a à peu près 300 orthophonistes, je crois, qui sont formés, ont essayé avec des patients. Il y en a qui ont essayé avec des patients, je me rappelle d'une orthophoniste près de Nantes qui a essayé avec un patient qui avait une démence à corps de Lévy. Il y en a qui ont essayé avec des APP. Il y en a qui ont essayé avec des enfants. Il y en a de se dire, ben oui, ça c'est intéressant, moi je le fais avec ça, et qui au fur et à mesure nous remonte, enfin avec ça, avec telle personne, au fur et à mesure nous remonte les problématiques auxquelles elles sont confrontées, en se disant, voilà, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution à telle et telle chose. Et c'est ce qui nous a amené à faire des différences entre les handicaps acquis ou les handicaps innés, sachant que chez les enfants, l'enfant va apprendre à communiquer, voire à parler avec l'application. Nous, dans l'application, on a eu le parti pris de faire une application lexicale, c'est-à-dire que la communication étant le centre de notre problématique, pour demander un café, on va pouvoir avoir « je voudrais », parce qu'il y aura un item qui dira « je voudrais » pour tout. Mais ça va être « je voudrais café » et il peut y avoir « s'il vous plaît ». Et on ne va pas mettre un café ou le café parce que il y a plein de cas où ça ne marchera pas et que c'est la notion de café qui nous intéresse. C'est une notion qui est différente pour des enfants qui apprennent à parler. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on va complètement leur monter un langage oral, enfin un langage sur la CA qui soit une copie du langage oral, mais forcément, il va y avoir quand même une certaine syntaxe qui va être liée à l'apprentissage de leur langage qui sera différent. Alors, on pourra le faire avec Gong. Il n'y a pas d'impossibilité, mais ça nous intéresse d'y réfléchir avec des orthophonistes qui travaillent avec ces enfants-là et avec ces difficultés-là pour se dire quels sont les besoins et comment est-ce qu'effectivement on peut introduire cette syntaxe, toujours avec cette optique que la communication doit être la priorité. Et on avait comme exemple un patient qu'on avait à l'hôpital pour lequel il avait été mis une première CA, puis une deuxième avec The Grid sur un ordinateur portable. Donc, son ordinateur portable, il ne lui permettait pas de communiquer. Parce que d'abord, aller à la boulangerie avec un ordinateur portable, c'est pas facile. Et puis ensuite, sur The Grid, où on peut absolument tout dire, c'est tellement complexe que le message est trop long. La personne en face ne va pas attendre. C'est vrai qu'il pourrait dire « je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît », mais le temps qu'il trouve tous les éléments, la boulangerie, elle est fermée, quoi. Enfin, à chaque fois, ça me marquait sur cet exemple-là, mais je me disais, ce monsieur-là, ce dont il a besoin, c'est de communiquer son envie d'une baguette. Et ce n'est pas uniquement d'en faire une phrase syntaxiquement parfaite. Alors, en plus, parfois, ça répond à l'envie du patient de trouver une machine qui traduise leur langage, celui qu'ils avaient avant. Ils ne peuvent plus l'articuler avec leur bouche et ils vont trouver quelque chose pour l'articuler. Et c'est là qu'on se rend compte que l'être humain, il est quand même sacrément doué parce que c'est très difficile de faire ça. Donc,
la problématique enfant-adulte est différente pour cette raison. Et le refus du patient et de la famille, pourquoi doivent-elles changer? Les raisons du refus doivent changer. Je veux bien que vous précisiez qu'est-ce qui doit changer. Est-ce que c'est les raisons ou est-ce que le patient et la famille sont dans la même problématique? Et pendant ce temps-là, je profite que tu t'arrêtes pour oui. répondre à la question de Sabine. Est-il possible d'avoir les liens des mémoires citées? Alors aujourd'hui, ils ne sont pas forcément tous publics, mais on va les rendre publics là. Je pense, d'ici septembre. Ce sera disponible sur notre site et en attendant, je vais te les envoyer par mail pour que tu puisses les lire si tu veux. Parce qu'en fait, on n'a pas demandé à toutes les étudiantes si elles voulaient bien les rendre publics. Comme il y en a 4, il faut juste qu'on se mette d'accord avec tout pour être tranquille. Oui, parce que je pense que... Ah non, il y en a peut-être une dont on n'a pas le... il y en a peut-être une dont on n'a pas la réponse. Donc, effectivement, est-ce que la personne qui parlait du refus des enfants et des parents a précisé sa question? Pas pour l'instant. Donc, on va passer juste sur une autre. Alors, il y a Anne-Sophie et Sandrine qui demandent si on a des références d'études qui prouvent le développement du langage oral lorsqu'on utilise une CA. J'en suis personnellement convaincu, mais les aidants, familles, éducateurs en service résidentiel n'y croient pas toujours. Alors, je n'ai pas en tête les études qui ont été faites, mais je suis sûre qu'il y en a et je veux bien les chercher. Je vais noter. Comment je vais oublier? Et si on les trouve, on les rendra disponibles sur le site aussi. Hein. Enfin, si on les mettra effectivement parce que c'est une évidence que je suis effectivement, comme Sabine, persuadée que ça a un lien. Je crois de mémoire qu'il y a eu des études pour le PEX, parce qu'avant d'être en neurologie, j'ai beaucoup grenouillé en pédopsychiatrie et en pédopsychiatrie psychanalytique. Et du coup, le PEX leur paraissait une aberration de vraiment, mais alors on va en faire des singes savants, et en tant qu'orthophoniste, j'étais persuadée le plus leur permettre d'arriver au langage oral. Et c'est vrai que c'est ce qui leur a permis, pour certains, d'arriver au langage oral, sachant que la personne disant parfois les éducateurs n'en sont pas persuadés. J'ai moi-même assisté à un groupe en hôpital de jour, un groupe avec des enfants autistes à qui on avait mis en place le PEX au moment du goûter. Et à un moment, un petit gamin se tourne vers je ne sais plus si c'était une éducatrice ou une infirmière, et lui dit « Atto ». Et elle reste imperturbable, les bras croisés. Je me dis, elle n'a pas entendu. Et puis le gamin recommence, un gamin qui était absolument pas, il ne parlait absolument pas. Il lui redit, et je lui dis, oui, bien sûr, on va te donner un gâteau. Je lui dis, t'as pas entendu? Il me dit, si, mais il m'a pas donné l'image. Je crois que j'ai failli lui faire manger l'image du PEX. Et que je pense que c'est vraiment notre force et notre compétence d'orthophoniste et notre spécificité de se rendre compte de ça et qu'il ne faut pas hésiter encore et encore à pouvoir l'expliquer, à pouvoir en prendre des exemples simples et qu'au fur et à mesure, alors ça c'est l'avantage de l'âge, je ne sais pas quel âge ont tous ces gens qui m'écoutent, mais quand je vous dis que je trouve ça bien de vieillir, c'est entre autres pour cette raison-là, c'est qu'on s'aperçoit que ce qu'on a pu défendre sans combattre, sans se battre, mais juste avec la force de notre conviction, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez le faire passer dans
autour de vous et que, entre autres, le fait que d'avoir un moyen de communiquer avec une CA, quelle qu'elle soit, avec des enfants, c'est effectivement ce qui permet de mettre une disponibilité, ne serait-ce qu'une disponibilité psychique pour l'enfant, pour pouvoir, s'il n'a pas passé une énergie énorme à dire qu'il avait mal aux pieds ou qu'il avait envie de faire pipi, il est peut-être plus prêt à pouvoir effectivement avoir cette boucle sur le langage et regarder comment peut se passer effectivement le langage. Ok. Du coup, on avait une question qui n'était pas dans le chat public, Oui. mais qui a été posée à un moment, donc je vais te la poser maintenant. C'était que faire avec un patient hémiplégique et le pointage n'est pas possible? Bonne question piège. Elle a bloqué. Alors, est-ce que... Alors, visiblement, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, Ganel est bloqué. Donc, je vais pouvoir... Toi, c'est quand même... Enfin, mais tu me vois et tu vois pas Ganel. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que Ganel réponde, de manière plus orthophonique, moi, je vais répondre avec ce que je vois des différentes formations qu'on a fait dans les différentes villes de France. Alors, il y a Sabine qui indique le pointage oculaire. J'allais dire, dans le travail qu'on fait, c'est certes avoir les bonnes fonctionnalités dans l'application Gong, mais c'est aussi comment on fait en sorte que les patients l'aient à disposition tout le temps, par exemple les bras pour pouvoir l'attacher sur les fauteuils, etc. Et aussi de pouvoir l'utiliser. Alors, au niveau du pointage, en fait, ce qui se passe, c'est soit il n'y a vraiment absolument aucun pointage qui est possible, et à ce moment-là, le pointage oculaire, donc le eye tracking, peut être une solution. Savoir qu'il y a des sociétés qui font ça aujourd'hui, notamment Tobii Dynavox, qui ont des pointages oculaires qui sont beaucoup moins chers que ce qui se faisait avant. Et la deuxième solution, c'est quand on a un pointage qui n'est pas forcément simple, c'est-à-dire que les gens vont avoir une légère apraxie, j'allais dire, parce que c'est peut-être pas apraxie le mot, mais peut-être plutôt le fait que le pointage soit pas très clair. Il y a deux manières de le faire. C'est que nous, en fait, quand on a un appui lent et un appui long, ça fait la même action sur l'application. Parce qu'on avait des patients qui avaient un problème par rapport à ça. Et on a des stylets, en fait, qui peuvent être utilisés, qui peuvent permettre à des gens qui n'arrivent pas à pointer avec le doigt de prendre le stylet et de pouvoir l'utiliser. Alors, quand je parle de stylet, il y a différents styles de stylet. On en a testé plusieurs. Et en fait, il y a des stylets où avec un morceau du stylet qui est plus gros et qui permet à la personne d'attraper le stylet comme ça et d'avoir un pointage, du coup, plus efficient. Donc là, c'est vraiment en fonction de, j'allais dire, de la personne, en fait, de pouvoir voir avec eux quel stylet ou quelle solution va être le plus simple pour eux. Je vais reprendre du coup une deuxième. Il y a une question que j'ai vue et où je me disais que ça pouvait être intéressant. Voilà, la question de Maël. Donc Maël Gervais sur avez-vous la possibilité de nous montrer très brièvement le principe de fonctionnement de Gong? Alors, je veux dire, là tout de suite, non, mais on a fait une vidéo qui va sortir, je pense, dans les 2 mois qui viennent et qu'on peut vous envoyer par mail pour que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble et quelles sont les fonctionnalités principales. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse assez rapidement pour pouvoir en fait vous présenter de manière simple l'outil. Donc, je vois que Guénal est revenu. Oui, je vous promets que je suis pas partie prendre un café. Il y a juste que tout d'un coup, ma connexion Internet s'est coupée. Ça doit être pour, comme je vous dis avec les patients, se mettre vraiment à la place de l'orthophoniste qui nous écoute et qui tout d'un coup n'a plus de connexion Internet. Donc, pour l'aspect pointage, tu avais entendu la question ou pas? Mais en fait, c'est cette question-là qui lui va pas. À chaque fois, elle part. Bon, visiblement, ça va être un problème. Donc, la question, c'était quoi? Voilà, donc la question, mais tu as rebloqué là. Donc la question, c'était que faire avec un patient qui est hémiplégique et qui n'a pas de pointage? Donc la réponse que j'ai donnée, c'était qu'il y avait différents problématiques de pointage. Soit il y avait vraiment absolument aucun pointage et à ce moment-là, il fallait se tourner vers du pointage visuel, donc le eye tracking.
soit il y avait un pointage qui était compliqué comme ça et qu'à ce moment-là, on pouvait utiliser les stylets, avec notamment différents types de stylets. Et le dernier point, c'était le fait que l'appui court et l'appui long fassent la même action, en fait, dans Gong pour pouvoir l'utiliser. Sachant qu'avec des patients hémiplégiques, enfin, une grosse partie de nos patients aphasiques non fluents sont hémiplégiques droits, et voire plus ils sont aphasiques, plus ils sont hémiplégiques, et que effectivement, le premier travail, ça va être de leur permettre d'utiliser une tablette ou autre chose avec leur main gauche. C'est ce qui fait aussi qu'on travaille beaucoup avec les ergots, parce que ça va être le travail des ergots de pouvoir leur permettre ça. Et c'est vraiment une philosophie de la rééducation qui n'est pas comment refaire, mais comment faire avec ce qui reste. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'appuyer sur une image, et ben comment est-ce qu'on peut le faire? Avec le nez, avec l'autre main, et le fait de pouvoir leur apporter de l'eye tracking ou leur apporter des stylets, c'est vraiment dans cette philosophie-là de se dire, mais quelque part, on s'en fout comment on faisait avant. Si on ne peut plus le faire maintenant, ce n'est pas la peine d'essayer de refaire comme avant ou de faire presque comme avant. C'est où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on peut le faire. Alors, ça paraît simpliste et évident, mais je vous promets que ce n'est pas aussi simple et évident de voir les patients comme ça. Il y a deux choses. D'abord, je voudrais rebondir sur le d'Audrey, qui disait des arguments supplémentaires pour espérer obtenir une tablette au CH. Gong est disponible sur tablette principalement, parce que l'objectif, c'est que le patient puisse... Et vous, en tant qu'orthophoniste, vous avez accès à une version qui est sur ordinateur. Donc, on a développé parce que juste allié, et Ganaël pourra témoigner, on sait qu'obtenir une tablette, ça met en moyenne 2 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, on a cette version ordinateur pour les centres hospitaliers qui peut, du coup, être intéressant à ce niveau-là. Donc, en fait, la tablette n'est pas un frein, du coup, pour démarrer. La deuxième question qu'on a laissé un peu traîner, entre guillemets, c'est celle d'Alice, qui indiquait, du coup, le premier principe de Gong, c'est la demande, mais pas forcément le commentaire. Si, point d'interrogation. Je vais faire comme truc. La question était très intéressante. Je vous remercie de l'avoir posée. C'est quelque chose sur lequel on s'est interrogé il y a peu de temps, sur la grosse différence entre la communication au quotidien, donc la demande, et puis la communication plus personnelle, que j'entends plus effectivement maintenant comme ce que vous appelez le commentaire, et de pouvoir aller parler de choses qui ne sont pas sous les yeux, de choses qui ne sont pas, oui, de la vie quotidienne, où c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand on dit ah bah oui, qu'est-ce qui te manque le plus? Ben déjà dans la tête, il faut se faire la réponse de se dire qu'est-ce qui me manque, où est-ce que je vais le retrouver. Alors que si on demande qu'est-ce que tu voudrais manger ou où est-ce que tu as mis tes lunettes, c'est plus facile d'aller répondre. Mais allez voir Gong sur le site, mais vous verrez que ça permet absolument d'en faire ce que vous voulez, puisque on a essayé vraiment les deux principes, c'est que ça soit le moins chronophage possible pour l'orthophoniste et pour les aidants pour monter une application personnalisée, mais que ce soit aussi exactement ce que vous avez envie d'en faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire des catégories complètement différentes, des sous-catégories différentes, on peut faire absolument tout ce qu'on veut puisqu'on peut tout paramétrer. Tout le quotidien et le plus courant étant paramétrable très facilement, et tout le reste sera aussi facile, mais en prenant peut-être un petit peu plus de temps. J'espère que ça répond à la question. Une question de Sabine qui indique que sur certaines applications, c'est le relâchement qui valide. Est-ce que c'est possible avec Gong? Peut-être plus moi qui vais répondre. Ouais. Non, en fait, c'est pas c'est pas forcément le relâchement. Par contre, c'est plutôt l'appui. Mais par contre, une chose entre la version bêta des premiers tests et la version actuelle, c'est que pour ce que le patient va utiliser, mais en fait, je pense que c'est le type de clic qui est utilisé dans l'application.
des images qu'on pouvait afficher en grand, par exemple. Si vous appuyez rapidement, ça vous le mettez dans la barre pour le faire prononcer. Si vous appuyez longtemps, et ça, on s'est rendu compte que pour certains patients, c'était un vrai problème. Donc aujourd'hui, en fait, l'application est conçue de manière à ce que ce soit toujours le même clic qui puisse fonctionner. Si bien que si vous faites un clic lent, enfin rapide, c'est la même action qui s'effectue. Et ça vous permet au niveau de la tablette, donc si vous avez un iPad Android, de pouvoir configurer en fait au niveau de l'accessibilité, quelle longueur de clic vous voulez, comment ça déclenche, etc. Donc un seul clic dans l'application, ça vous permet au niveau de la tablette de configurer de manière à ce que le patient puisse l'utiliser. Je peux ajouter quelque chose, Alexandre? Ouais. C'est que si ça vous paraît une problématique importante pour certains patients, ça nous intéresse beaucoup que vous puissiez nous le faire remonter en disant, bah voilà, les patients qui ont telle et telle chose, en fait, ils peuvent pas cliquer, mais ils peuvent relâcher. Je pense à certains patients IMC. Ça ne veut pas du tout dire que demain, il y aura la solution et la réponse, mais nous, ça nous permet d'avoir toute la vision de la problématique et des problématiques qui se présentent et de se dire quelle solution on peut y apporter. C'est une des choses que j'apprécie beaucoup d'Alexandre, c'est la capacité à pouvoir se dire mais il doit y avoir des solutions, on peut aller les chercher si on ne les a pas tout de suite et de se dire qu'au fur et à mesure, non seulement l'application, mais même tous les services qu'on peut rendre pourront correspondre, comme l'avait dit Alexandre en introduction, à quelque chose de pragmatique et d'utilisé pour les patients, de se dire si les patients ont une problématique, eh ben, c'est sur celle-ci qu'il faut qu'on travaille. Alors, il y en a certaines où on peut travailler très vite, comme l'ardoise dont je vous parlais tout à l'heure, elle a été ajoutée rapidement. Et puis, il y a d'autres problématiques qui, sans doute, vont être plus longues, mais c'est parce qu'elles seront posées et parce qu'on en aura vraiment les tenants, les aboutissants que vous nous expliquez pour quels patients, pourquoi est-ce que c'est pas pratique pour eux. C'est ça qui nous permettra de réfléchir et de trouver est-ce qu'on peut trouver une solution pour ces patients qui soit accessible, pragmatique et du coup qui permette l'utilisation et non pas un très bel outil, mais qui n'est pas utilisable, donc finalement on n'utilise pas. Et pour répondre à Sabine, du coup, qui dit, en fait, j'ai le cas d'une enfant qui laisse glisser son doigt sur l'écran comme si elle lisait, puis s'arrête sur l'image qu'elle veut et lève son doigt. Du coup, sans faire de configuration au niveau de la tablette, dans le Gong, ça ne fonctionnerait pas parce que du coup, je pense que c'est le clic initial. Par contre, je sais que sur iPad, par exemple, il y a beaucoup de configurations d'accessibilité qui sont possibles. Et peut-être qu'au niveau de la tablette, c'est possible de déclencher au moment où le doigt se lève. Parce que par exemple, je sais qu'iPad, quand vous touchez avec le doigt et avec la main, aujourd'hui, ils sont capables de détecter que c'est la main et du coup, vraiment prendre le clic du doigt. Donc, je me dis que s'ils sont capables de faire des fonctionnalités aussi avancées, ils doivent avoir des choses à ce niveau-là. On a la question de Sandrine qui nous dit « Les troubles dysexécutifs, mnésiques, praxiques et un très faible niveau de compréhension ne sont-ils pas un frein à la... Pour être honnête, surtout s'il a tout, oui. Ou du moins d'une CAA complexe. Mais tous ces troubles peuvent permettre, comment dire, un patient qui aurait tous ces troubles-là, c'est évident qu'une CAA, c'est très compliqué. Mais c'est évident que ce patient-là, il a une vie très compliquée. Donc, il va falloir prendre ces problématiques, non pas ces troubles, mais ces problématiques une par une, en se disant si il a vraiment des gros troubles praxiques, comment est-ce qu'il peut faire pour demander telle ou telle chose ou montrer telle ou telle chose. Et peut-être que pour différents moments de sa journée ou de sa vie, ça sera des réponses différentes. Par contre, ce que je sais avec l'utilisation de Gong, enfin, à force de l'utiliser, c'est que, à l'inverse, le fait d'avoir une application de communication permet, par exemple, de compenser les troubles de compréhension. C'est évident qu'un patient qui a des gros troubles de compréhension, on va avoir du mal à lui montrer comment utiliser l'application. Par contre, dans ces cas-là, l'application, elle va être drôlement précieuse pour les aidants ou pour le personnel soignant, de pouvoir montrer que c'est le docteur qui va aller voir, de pouvoir montrer, et à ce moment-là, c'est
ça va être utilisé non pas en expression, mais effectivement en compréhension. Un patient qui a des troubles mnésiques, ça va lui permettre effectivement, alors on ne va pas l'utiliser de la même manière, il ne va pas pouvoir naviguer dans les catégories et les sous-catégories comme quelqu'un qui ne l'aurait pas, mais on va pouvoir essayer au moins de lui mettre les points qui lui semblent importants. Je pense à une patiente qu'on a à l'hôpital qui a des gros troubles mnésiques très douloureux, elle ne se souvient pas du prénom de ses enfants et de ses petits-enfants. Et ça la met dans un état, ou de son mari, ça la met dans un état très douloureux parce qu'elle se dit mais j'ai pas le droit, c'est pas possible d'avoir oublié ça et là du coup l'application l'aide parce que par contre la photo elle le reconnaît très bien et quand elle appuie ça prononce effectivement le nom et de se dire bah oui c'est, puis à ce moment-là il lui revient. Donc c'est pas elle va pas l'utiliser pour compenser ses troubles mnésiques j'allais dire direct pour entraîner sa mémoire, mais comme une béquille, j'allais dire une béquille par rapport à la mémoire, et comme toute béquille, elle permet de marcher, et si on marche, on va un peu plus vers la récupération, autant se faire que peu, la récupération de ce qui est abîmé. Et pareil pour les troubles praxiques, pareil pour les troubles dits exécutifs, de savoir que il va falloir rentrer dans une catégorie, une sous-catégorie, ça ne sera pas possible. À ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser en ne mettant pas de sous-catégorie, ou en mettant que des très grandes sous-catégories, ou en les mettant par situation, de se dire quand on est dans la cuisine ou quand tu veux aller au repas, et qu'on ne va pas mettre dans ces cas-là les verbes, on ne va pas mettre dans ces cas-là les fruits, etc. C'est vraiment de se dire quel est le problème dans la vie de tous les jours, c'est quoi ce qui est super compliqué pour ce patient à vivre. Et que c'est des outils qui répondent à ça. Ok. Et du coup, Sabine, si tu n'as pas vu, il y a Anne-Sophie qui t'a répondu dans le chat public en indiquant qu'il existait des guides doigts, un quatriage plastique fixé sur la tablette qui permet à certains patients d'appuyer la main, de glisser sur l'encadrement avant de pointer la case. Ça peut être aussi une solution en fonction de la personne. Voilà, alors on arrive à la fin des questions qui ont été posées. Si vous en avez, c'est le moment, j'allais dire. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté au webinaire. On espère que ça vous a, plu et surtout que ça a répondu en fait à ce que vous attendiez. On vous enverra un petit mail pour vous demander si au niveau technique ça a fonctionné comme vous vouliez. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des problèmes un peu de son ou d'image. Si au niveau du fond, ça a répondu à vos attentes. Si jamais vous avez toujours des questions par email, n'hésitez pas, on vous répondra quand même. C'est pas parce qu'on n'est plus en webinaire. En attendant, du coup, s'il n'y a plus de questions, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous remercie. À bientôt. Eh ben, on vous remercie et après les congés d'été, on aura le plaisir de vous retrouver pour d'autres webinaires. Au revoir. Ouais, au revoir.